Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Ce matin, on va parler de recrutement et puis donc on a intitulé ce webinaire « Et si vous considériez vos candidats comme de véritables clients ?» Et pour répondre à cette problématique, je reçois donc Adrien et Pierre ce matin. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous les deux. Bonjour Christophe, merci, bonjour à tous. Donc je suis là avec Pierre, il va se présenter aussi juste après. Nous, on travaille pour la société Softgarden, donc un logiciel de recrutement, un ATS que peut-être certains d'entre vous utilisent. Et on est là aujourd'hui pour vous présenter un petit peu comment aborder, comment trouver les meilleurs leviers pour faire un peu plus de sens aujourd'hui par rapport aux candidats que vous allez chercher sur les différents profils et vous donner quelques pistes qui, j'espère, vont vous éclairer un petit peu. Ça Donc, marche. je vais te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Pierre, donc je suis Softgarden également. Donc voilà, pour reprendre un peu ce que disait Adrien, euh, moi je vais dans un premier temps vous donner un petit peu de contexte sur Softgarden, qui on est, d'où on vient, et puis on parlera un petit peu du contexte global dans lequel on se trouve, donc elles se trouvent aujourd'hui les entreprises euh, et les problématiques qu'elles rencontrent en matière de recrutement. Et puis au fur et à mesure, en détail dans les différentes méthodes et les conseils qu'on pourrait vous apporter. Softgarden, on est donc une entreprise allemande. On a été créé en 2003. Euh, on compte aujourd'hui un petit peu plus de 1500 clients. Donc, on est leader sur le marché germanophone, donc Allemagne, Suisse, Autriche, mais en général. On est présent également en Espagne et en France depuis un petit peu plus d'un an. 40 000 utilisateurs de notre licence. Euh, donc on traite en moyenne, alors aujourd'hui, un petit peu plus de 2 millions de candidatures. Et c'est pour nous très important parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui chez Softgarden de réaliser un certain nombre d'études. C'est-à-dire qu'on sélectionne un panel de candidats, en moyenne 7 à 10 000 candidats, et puis sur des sujets précis, on va essayer d'avoir du retour d'expérience dans le but, nous en interne, d'améliorer donc nos fonctionnalités et d'adapter notre logiciel au fonctionnement des nouvelles pratiques, voilà, qui se font aujourd'hui. Donc pour entamer donc dans ce webinaire sur le recrutement, voilà, l'idée c'est de poser un petit peu le contexte. Comme vous le savez tous, la crise du Covid a affecté de manière très forte l'économie mondiale. Et donc, suite à cette crise, on a assisté à une très forte reprise de l'activité économique. Donc énormément d'investissements, peu importe le secteur d'activité, voilà, les entreprises ont été accompagnées et ont pris des risques également pour reprendre l'activité économique, ce qui s'est traduit donc par une très forte dynamique d'embauche. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a observé un inversement du rapport de force entre les candidats et les employeurs. Et ça, c'est effectivement un rapport de force qu'on avait déjà observé en Allemagne bien avant le Covid, mais on reviendra plus en détail à ce sujet plus tard dans le webinaire. Voilà, donc l'idée, c'est aujourd'hui de se dire qu'on évolue dans un contexte qui est complètement différent, où on se retrouve avec beaucoup plus d'offres d'emploi qu'avant. Et donc les candidats, dans ce contexte-là, se retrouvent dans une position de force. Le recruteur doit aujourd'hui appliquer une stratégie de ciblage plutôt qu'une stratégie de communication de masse pour diffuser ses offres d'emploi. Et voilà, on va rentrer dans les détails petit à petit avec Adrien dans ce webinaire. Je te laisse prendre la suite, Adrien. Merci Pierre. Oui, donc du coup, effectivement, le décor est planté. Je pense qu'on sait tous, on n'a pas besoin de trop approfondir sur le sujet du contexte, du bilan. Il y a eu aussi pas mal d'études qui sont sorties dans cette dernière année écoulée, notamment quelques baromètres avec Christophe et certains de ses partenaires très intéressants pour donner quelques repères sur les tendances aussi et de prendre un peu le pouls sur quel est le ressenti côté recruteur, mais surtout aussi côté candidat et de voir qu'il y a un vrai gap, il y a un vrai gouffre qui s'est créé. Et du coup, l'idée, c'est de pas se dire, OK, c'est ça et c'est vraiment compliqué, comment on va faire? Mais c'est de se dire: «OK, mais peut-être qu'il existe des moyens maintenant d'apprendre un petit peu». On a un recul
sur cette période de reprise. Ça a créé tout un tas de choses. On parlait notamment de gros sujets comme la grande démission, et cetera, mais on se rend compte qu'en fait, en France, quand on regarde de plus près à la loupe, c'est pas si simple que ça. C'est pas, vraiment, les gens qui désertent, leur travail actuel, mais peut-être qu'il y a des pistes, des choses à mettre en place, déjà pour ses collaborateurs et surtout pour aller chercher les talents qui sont encore là et qui sont encore disponibles. Mais il faut être entendu, il faut être vu et c'est ça un petit peu la différence. Le constat qui est clair et qu'on peut dresser actuellement, c'est que les méthodes qui sont mises en place sont sensiblement les mêmes d'une entreprise à l'autre et presque d'un secteur d'activité à l'autre et on l'a vraiment noté, lors de notre, entrée en France, il y a un an et demi de cela. Très clairement, aujourd'hui, la majorité des entreprises vont, s'appuyer énormément sur les outils de multidiffusion. Donc utiliser les job boards, ces sites d'emploi que vous connaissez tous, pour répandre un petit peu votre visibilité, vos postes à pourvoir. Et c'est ce que nous, on va qualifier de post and pray aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais poster et je vais prier pour que ça retombe, ça vienne à moi. Parce que c'est une mécanique qui fonctionne effectivement très bien quand moi, en tant qu'employeur, je suis en position de force et que je vais faire ce qu'on appelle une communication de masse et je sais que ça va venir à moi, donc je vais aller un petit peu partout. J'ai pas forcément besoin de cibler ou de calculer mon effort et presque plus je vais poster, plus je vais avoir de conversions et tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, si je peux dire. Et ça a marché un temps, effectivement, ça faisait sens quand il y avait beaucoup plus de candidats et qu'ils venaient aux entreprises. Maintenant, ça a un petit peu changé et vu que c'est le candidat, comme disait, Pierre, qui est devenu en position de force, c'est lui qui est contacté, qui se fait chasser. C'est lui qui a plus ou moins l'embarras de choix et qui fait son pré-filtre quand lui fait sa recherche d'emploi, sur l'entreprise. C'est plus l'inverse. Donc du coup, l'idée, c'est de vraiment changer cette stratégie de communication de masse où je vais aller partout, mais essayer de communiquer mieux et de faire un peu plus sens. Parce que quand on regarde les chiffres aujourd'hui, sur le slide suivant, hem, effectivement, on peut le voir c'est effectivement expliqué bien sûr dans le dernier baromètre de Christophe, mais pas que. On voit entre 2021 et 2022, donc cette période de reprise et heureusement et on a de la chance de faire partie des pays qui ont quand même une période de reprise, une courbe ascendante, bah, du coup, ça a créé aussi beaucoup plus d'offres d'emploi qui ont été diffusées et ça, c'est une évolution qui est somme toute logique, mais les candidats ne se sont pas démultipliés entre-temps pour autant. Donc du coup, on va se retrouver dans une position où il va y avoir beaucoup plus d'offres d'emploi que de candidats qui vont être disponibles sur le marché. Donc ça va créer effectivement certaines difficultés. Et nous, on le voit en interne sur nos propres utilisateurs du système. Comme disait Pierre, c'est entre 2 et 3 millions de candidatures aujourd'hui traitées dans le système. Et on le voit effectivement entre début d'année 2021 et début d'année 2022, on a eu plus que x2 en termes de diffusion d'offres d'emploi par notre outil de multidiffusion sur les différentes plateformes. Donc ça s'explique. Mais le problème, c'est que le voisin d'en face va diffuser aussi, le voisin d'en face va diffuser aussi. Et si on cherche tous des commerciaux ou tous des profils IT ou je ne sais quel profil, on va avoir cette difficulté-là. C'est que le candidat, il va se retrouver face à 10, 20, 30, 100 offres qui correspondent à ses attentes. Adrien, une question par Vas-y. rapport à ça, parce que moi, je me le suis appliqué à moi-même, justement. J'utilise forcément les job boards pour diffuser mes propres offres. Mmh. Et du coup, effectivement, comme il y a un ralentissement, en fait, j'ai appliqué ce que je fais en marketing. J'ai fait de l'A/B testing. Ouais. Est-ce que tu as constaté ça? Est-ce qu'il y a des évolutions comme ça dans les pratiques des entreprises actuellement? Alors effectivement, ça peut légèrement augmenter le coût de ta diffusion de faire de l'A/B testing, mais par contre, j'ai doublé mes nombres de candidatures quasiment. Oui, parce que du coup, tu vas analyser un petit peu ce qui marche pas. Donc ça va mettre peut-être un peu plus de temps, mais au final, tu pourras tirer des conclusions et tu pourras toi-même cibler, faire cette stratégie-là typiquement marketing, c'est-à-dire que tu vois comment le marché se comporte et tu vois comment ton produit ou ton service correspond à la demande et après, ben, tu vas pouvoir, targeter, cibler ton audience à toi et tu as pas besoin de t'éparpiller et faire cette communication de masse. Ouais. Donc c'est exactement ce qui se passe et c'est ce qu'on explique aussi, de calculer un petit peu ton effort. Effectivement, ça va te coûter peut-être, du temps, ça va te coûter peut-être, même un peu de budget sur le début, mais sur le moyen long terme, effectivement, tu verras,
ce retour-là. Mais de toute façon, c'est la même chose pour lancer ton activité commerciale dans ton entreprise, pour aller chercher des nouveaux clients et optimiser ta stratégie pour aller cibler tes clients. C'est sensiblement la même chose que Ouais. tu vas mettre en place. Tu vas pas tout de suite avoir tes meilleurs clients qui vont arriver. Par contre, tu vas devoir essayer de connaître un peu ton audience par rapport aux produits, aux services que tu commercialises et petit à petit, tu pourras vraiment, cibler ça. Alors, Florent demande qu'est-ce que de l'A/B testing? Alors, en marketing, l'A/B testing, c'est par exemple, vous allez recevoir une communication par mail publicitaire pour vendre un t-shirt, par exemple. L'A/B testing, ça consiste, par exemple, pour l'annonceur, à utiliser deux accroches différentes. Une accroche, par exemple, qui va être un intitulé de mail qui va dire, je ne sais pas, achetez votre t-shirt blanc. Et l'autre accroche qui va être rêvez-vous encore à votre prochain t-shirt. Donc on a deux messages entre guillemets d'accroche qui sont différents et l'annonceur va envoyer sur sa cible, on va dire à la carte de la cible à 50% le premier message, à 50% le deuxième message pour voir comment l'échantillon de cible réagit. Et une fois que l'algorithme d'envoi notamment a fait son travail, il va dire ben voilà, sur le message 1, j'ai eu, je ne sais pas, 67% d'ouvreurs supplémentaires que sur le titre 2. C'est ça l'A/B testing, c'est pouvoir tester des formats et sur des échantillons et ensuite définir quelle campagne, quelle stratégie on va finalement appliquer. Je ne sais pas si j'ai été clair, Florent. Super. OK. OK, oui, je pense que tu as été suffisamment clair. Et du coup, dans cette continuité-là et dans cette même logique, on a pu constater pareil sur l'ensemble de nos utilisateurs aussi, qu'en termes de résultats, parce que finalement, il y a que le résultat qui compte, hein, c'est comme partout, hein. C'est de se dire: «OK, les outils que je mets en place». Nous, on a beaucoup d'entreprises qui viennent vers nous, en tant qu'ATS, qui nous disent: «Adrien ou Pierre, il faut que je multidiffuse sur vous avez quelle plateforme? Il faut que je multidiffuse plus». Et c'est le réflexe parce que du coup, je cherche, un commercial, c'est hyper concurrentiel en ce moment. Un commercial sur Paris, c'est impossible parce que je n'arrive pas à avoir les bons candidats, ça va dans tous les sens. Ou je cherche un full stack développeur, va le trouver aujourd'hui, bon courage. Ou des profils un petit peu comme ça. Et le réflexe, c'est ça, c'est d'aller un petit peu partout pour avoir plus. Mais en fait, tu te demandes, mais oui, OK, donc tu vas diffuser plus, voire sponsoriser ton offre d'emploi, mais tu n'as aucune garantie déjà d'être dans là ou les premières pages aujourd'hui. Et en plus de ça, tu n'as aucune réelle garantie de conversion parce que finalement, le nerf de la guerre, ça va être cette histoire de conversion. Donc, Christophe parle de marketing. En marketing, vraiment, le pilier, après, tout tourne autour de la conversion. Savoir si ce que ton effort fait va faire sens en termes de résultats. Et là, c'est exactement la même chose. Et quand on regarde de plus près, on peut voir l'évolution aussi en termes de conversion. Pour donner un chiffre tout simple et sans rentrer dans les détails et vous noyer aussi dans la masse de chiffres parce que c'est très stat aussi, mais on en a besoin aussi pour s'appuyer, avoir des vraies tendances. Mais concrètement, pour chaque diffusion sur chacun des job boards, en janvier 2021, début d'année 2021, j'avais à peu près 4 candidatures reçues sur l'ensemble de mes diffusions, donc par diffusion sur chaque job board. Et là, je me retrouve à peu près à 1,5. J'ai un peu plus d'une candidature reçue. Et ça, c'est tout profil confondu, bien évidemment. Donc, il y en a où je vais en avoir 10 sur des profils un peu du tout venant, mais après, en termes de qualité, tout est discutable. Et il y en a où je vais vraiment en avoir 0 et ça va être hyper compliqué. Donc, c'est ça un petit peu la tendance qui se dégage aujourd'hui sur cette stratégie qui correspond à peu près à la majorité des entreprises qu'on peut trouver sur le territoire français. Je te laisse prendre la suite, Pierre. Donc voilà, pour faire suite à ce que dit Adrien, c'est donc se dire aujourd'hui qu'on est arrivé donc à un temps du changement. Pourquoi continuer entre guillemets à se casser la tête contre le mur, à vouloir donc là on parlait de l'exemple de la multidiffusion par exemple. Pourquoi vouloir par exemple multidiffuser toujours plus alors que les résultats ne sont pas là? L'idée c'est pas de dire que la multidiffusion n'est pas nécessaire. Au contraire, c'est même la première porte d'entrée dans la recherche d'emploi pour les candidats. C'est également la première porte d'entrée pour la diffusion d'offres d'emploi côté employeur. Donc l'idée, c'est pas du tout de bannir la multidiffusion, bien au contraire. L'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, avec le changement du contexte et de l'évolution de notre société de manière globale,
les comportements ont évolué. Le candidat ne recherche plus un emploi comme il le recherchait il y a 10 ou 15 ans. Donc, pour comprendre, pour évoluer dans nos techniques, il faut comprendre les comportements des candidats. Il y a un dénominateur commun dans tout ça, c'est que peu importe qu'on soit candidat, peu importe d'où l'on vienne, quel type de métier on recherche, quelle qualification on a, etc., nous sommes tous des utilisateurs d'Internet. Et c'est cet élément-là qui va influer dans notre manière, nous, éditeurs de logiciels, et vous, recruteurs, c'est cet élément-là qui va influer dans notre manière d'aller chercher le candidat différemment. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, je me place dans l'œil du candidat. Là, vous avez une slide qui résume un petit peu le parcours du candidat aujourd'hui quand il recherche une offre. Je suis en poste, admettons que je suis en poste, et je ne suis pas vraiment satisfait de mon travail, ou en tout cas, je vais effectuer un petit benchmark, une petite étude de marché sur ce qui se fait chez les voisins, finalement. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, 80% des gens qui recherchent un emploi sont déjà en poste. Voilà, c'est une variable très importante. L'idée, c'est de se dire, voilà, je ne suis pas très satisfait de mon poste. Qu'est-ce que je fais? Premier réflexe pour aujourd'hui, plus d'un candidat sur deux, c'est de se dire, j'ouvre un job board et je vais à la pêche aux offres pour voir un petit peu ce qui se passe. Je tombe sur une offre qui m'intéresse. Le premier réflexe pour plus de 80% d'entre eux, c'est d'ouvrir un nouvel onglet, aller sur Google et taper le nom de l'entreprise en question pour avoir un petit peu plus d'informations. Pourquoi? Parce que le format de l'offre d'emploi sur le job board en question n'est pas fait pour véhiculer en tout cas toutes les informations relatives à l'entreprise. Ses valeurs, qui y travaille, combien je vais être payé. Voilà, aujourd'hui, on veut avoir un petit peu plus d'informations, on veut savoir pour qui on travaille, on veut savoir pourquoi on travaille, et c'est ce qui va faire la différence, et c'est pourquoi le candidat, il va aller ouvrir un onglet et il va aller faire des recherches sur l'entreprise. Et c'est là où ça se joue. C'est-à-dire que si mon entreprise, et notamment la page carrière de mon entreprise, n'est pas visible sur Internet, je vais perdre le candidat, je vais perdre du trafic, et donc je vais perdre ma conversion. Donc là, on est vraiment dans du jargon marketing, comme ce que t'expliquais Christophe et Adrien tout à l'heure. C'est là, on parle de trafic, on parle de conversion, alors qu'on est bien dans le recrutement. Il y a vraiment une analogie qui est très forte entre ces deux mondes. C'est important ce que tu dis sur le fait que le candidat va d'abord aller sur le job board, puis faire ses propres recherches. Finalement, c'est un peu comme quand moi, j'ai décidé d'acheter une paire de Jordan 4 qui est plus sur le marché, et que je vais aller regarder sur différents sites où je peux l'acheter en toute sécurité, au meilleur prix, etc. Je vais y passer peut-être 10-20 minutes. C'est le même mécanisme pour une offre d'emploi où on va aller regarder qui est cet employeur, qu'est-ce qu'ils font, essayer de comprendre un peu dans quelle ambiance je vais arriver, et comme tu l'as dit, comprendre un peu les valeurs de la boîte, les missions, etc. Exactement. On essaie de changer à la fois le fond et la forme, c'est-à-dire que, alors je vais continuer avec notre présentation, c'est que finalement dans ce contexte-là, le recruteur, il se retrouve face à un vrai challenge, et là il y a la vraie analogie avec le marketing, c'est de se dire que aujourd'hui le responsable RH adopte la même vision que le responsable marketing dans une entreprise, parce que dans un contexte où on a beaucoup plus d'offres d'emploi disponibles qu'avant, et beaucoup plus d'offres d'emploi finalement que de candidats, on ne doit plus adopter une stratégie de communication de masse pour son offre d'emploi, mais bien une stratégie de ciblage, parce que si on ne va pas déterminer son groupe cible, si on ne va pas déterminer son objectif avant de communiquer sur son offre, on loupera justement cet objectif. Donc on est vraiment dans l'inversement, communication de masse, communication de ciblage marketing, déterminer son groupe cible. Alors tu mets responsable recrutement égale responsable marketing. Ouais. Mais dans la pratique, un responsable recrutement ou un responsable RH n'est pas formé au marketing. Donc c'est quoi les tips en fait? Tout à fait. Et bien voilà, on arrive dans la partie justement de la présentation où on essaye, on va apporter voilà, les différents éléments où on peut accompagner
les responsables RH dans cette transition, si on pourrait appeler ça comme ça, pour suivre l'évolution du marché. Les méthodes, c'est d'appliquer donc les principes du commerce électronique ou du marketing digital au recrutement. L'idée, c'est d'être aussi séduisant qu'un site de e-commerce. Tu as donné l'exemple avec les Jordan 4, c'est exactement ça. Moi, j'ai un exemple que j'aime bien donner souvent, c'est Airbnb. Airbnb, demain, tu décides de partir en vacances avec ta famille quelque part en France, tu vas aller sur Airbnb pour rechercher une maison, etc. Ton premier réflexe en arrivant sur la plateforme Airbnb, c'est de regarder les avis des gens qui sont passés avant toi pour vérifier l'exactitude de l'annonce, pour être sûr que les photos correspondent, que la localisation est top, le proprio est sympa, etc., etc. Pourquoi ne pas appliquer ces principes-là au recrutement? Si moi, pour partir une semaine en vacances, j'ai besoin d'être assuré et d'aller checker les avis sur une plateforme de e-commerce, c'est légitime que j'ai des informations sur l'entreprise, que j'ai des retours d'expérience sur l'entreprise pour m'engager potentiellement 2 à 3 années pour cet employeur-là. Donc, finalement, on n'invente rien. C'est simplement c'est du bon sens. On applique ce qui existe déjà sur un autre secteur au recrutement. Donc, être aussi séduisant que le e-commerce. Une page de e-commerce sur l'exemple de tes Jordan 4 de tout à l'heure. Je vais savoir l'état des stocks. Je vais savoir quand et où je vais être livré. La page va être extrêmement bien référencée sur Google. La navigation sera fluide, etc. Le tout dans un objectif de conversion. Comme expliqué Adrien tout à l'heure, finalement, la base de tout ça, c'est la conversion. Là, tu remets Netflix. Ouais. Ça me refait penser à l'A/B testing parce que Netflix, ils passent leur temps à en faire. Exact. Quand vous n'avez pas regardé, par exemple, une série ou un film, en fait, pendant un mois, ils vont vous proposer un visuel de la série. Et si ça ne prend pas, s'ils voient qu'il n'y a pas d'action de clic, le mois d'après, ils vont vous proposer la même série, mais avec un visuel différent. Tout à fait. Voilà, ça, c'est un autre exemple de pratique marketing. Nous, ce qu'on se dit, c'est si d'Amazon à Netflix, la personnalisation et le ciblage a fait ses preuves, ça devrait devenir la norme pour le recrutement. Voilà, c'est vraiment une analogie qui a du sens parce qu'aujourd'hui, on va chercher le candidat là où il se trouve. Il n'y a pas réellement de pénurie de candidats. C'est juste qu'on ne va pas le chercher là où il se trouve. Et puis ça rentre dans une logique dans l'air du temps, c'est-à-dire que les personnes sont habituées à aller se balader sur Internet que ce soit pour acheter, que ce soit pour consulter de l'information, que ce soit pour faire leur propre personal branding. Donc, ils sont très habitués à ça. Donc, en toute logique, le recrutement a sa place dans le même type de process. Ça a totalement sa place, ça paraît logique. Tout à fait. Je vais laisser Adrien. Ouais, dans cette continuité-là, l'idée, c'est aussi on a parlé d'A/B testing. Donc, il y a ce degré-là aussi de personnalisation et d'essayer de comprendre son interlocuteur, qui il est, comment il se comporte, où est-ce qu'il va. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a cette idée de personnalisation, cette idée de conversion, on en a parlé. Mais du coup, concrètement, en termes d'outils, comment ça se passe? Comment ça s'articule? Comment ça s'organise? Il y a un outil qui est beaucoup utilisé par tous les marketeurs et qu'on a, nous, intégré maintenant depuis quelques années et qu'on a étoffé, qu'on a un peu plus poussé, on en a poussé les possibilités, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des landing pages, des pages dédiées, qui vont servir à déjà cibler un auditoire. Donc, je cherche par exemple un ingénieur mécanique. C'est un profil qui est extrêmement compliqué à aller chercher, que je sois à Paris, à Nice, à Nantes, peu importe, ça va être compliqué à aller chercher. Il n'y en a pas tant que ça. Je cherche un bon profil et je vais être en compétition tout de suite avec des grands groupes potentiellement, avec des grosses entreprises. Donc, du coup, il va falloir que je sois tout de suite visible pour ce profil-ci. Parce que j'aille le chasser ou qu'il commence sa recherche, s'ils sont un candidat actif sur un job board, la première chose qu'il va faire, on l'a vu, c'est d'aller chercher plus d'infos sur mon entreprise parce qu'il ne me connaît potentiellement pas ou qu'il veut plus d'infos. Donc, du coup, à partir du moment où il va chercher ces infos-là, que ce soit aussi bien visible, mais aussi en complément que moi, je puisse proactivement aller chasser ce profil-ci. Pas forcément moi en chasse physiquement d'aller le contacter sur LinkedIn, mais il y a aussi des super outils. C'est des campagnes aussi. On peut faire des campagnes sponsorisées et sur certains réseaux sociaux et d'aller créer du contenu
qui le ramène directement vers cette page dédiée. Et ça, c'est un mécanisme qui est uniquement utilisé sur l'activité commerciale des entreprises, mais la logique, elle fait sens en fait. Quand je veux aller chercher un profil cible bien particulier, en utilisant ces landing pages dédiées, ça va faire en sorte que on va court-circuiter tout son parcours candidat un peu chaotique où il va chercher ses infos à gauche, à droite. On va aller le chercher. Il clique sur cette offre pour ingénieur mécanique sur son feed Instagram, par exemple, ou LinkedIn ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, on a un consultant média qui va permettre d'aider et d'assister, parce qu'on parlait du fait que ce ne soit pas aussi l'expertise et ce n'est pas son corps de métier premier ou responsable RH, mais qu'il soit bien accompagné aussi, c'est important, et qu'on puisse aller cibler. La personne qui va cliquer du coup sur cette offre d'emploi sponsorisée, boum, je clique dessus et j'arrive sur une landing page dédiée qui s'adresse uniquement à l'ingénieur mécanique que je recherche pour mon entreprise. Et on avait vu dans les retours aussi d'expérience, un des éléments les plus importants pour le candidat, c'est d'avoir un projet hyper clair. Donc, au-delà du package, de la flexibilité du travail, c'est d'avoir un projet clair. L'ingénieur mécanique, il ne va pas bosser chez moi potentiellement pendant 30 ans. Par contre, je vais lui fournir un projet clair dans les 3-5 ans, boum, 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 ça va se passer comme ça. Ça, c'est la mission. Ça, c'est notre stratégie de développement sur telle zone géographique, tel secteur. Là, tu vas nous aider. Toi, tu vas nous aider pour ça. Et je sais exactement à quoi m'attendre. Donc ça, c'est hyper clair. Je sais à quoi m'attendre. Et ça, c'est vrai que ça a une valeur ajoutée qui est vraiment incroyable. Et en termes de conversion, c'est extrêmement intéressant d'utiliser ce biais-là. Et le budget, on va dire, que j'utiliserais pour faire une petite campagne de 30 jours ou 60 jours sur les réseaux sociaux, finalement, quand je vois en termes de budget et que je compare à une campagne sur les job boards, et si je veux poster sur plein de job boards différents, des job boards de niche, etc., eh ben, je vais comparer les budgets. Et franchement, je peut rapidement en ressortir gagnant. Donc voilà, il n'y a pas forcément aussi besoin d'avoir un budget illimité, de faire sauter la banque pour être plus pertinent. C'est ça aussi. Un autre levier aussi, parce que l'idée, c'est vraiment ça, c'est de multiplier aussi ses chances un petit peu partout. Et même si on parle de ciblage, mais ce n'est pas parce qu'on va cibler qu'on utilise une seule méthode. On peut cibler par différents biais, attaquer de différents angles notre cible. C'est juste important de bien la connaître. Mais après, je reprends mon exemple d'ingénieur mécanique parce que je l'aime bien sûr. Ingénieur mécanique, c'est un des meilleurs leviers qu'on va pouvoir utiliser, c'est notamment par exemple la cooptation. Mon équipe d'ingé mécanique déjà en place, qui sera plus à même de me ramener un bon ingénieur mécanique que celui qui a par exemple fait l'école avec lui? Ils se connaissent depuis l'école, ils savent comment il fonctionne. Lui, il est content dans mon entreprise parce que je le traite bien, je lui donne plein de possibilités, je le laisse travailler dans un bon environnement. Ben, du coup, il a tout intérêt à venir faire venir quelqu'un qui va bosser dans son équipe. Et ça va me faire gagner aussi beaucoup, beaucoup, et court-circuiter aussi beaucoup d'étapes intermédiaires. Et surtout, déjà, ça va être un recrutement qui va souvent s'avérer moins onéreux. Ça va être souvent un recrutement qui va avoir un délai beaucoup plus court, parce que je vais pouvoir avoir tout de suite accès de première main à mon candidat plutôt qualitatif en général. Et en général aussi l'intégration, l'onboarding, qui est aussi un gros sujet à ne pas négliger pour l'entreprise, et ben souvent ça va être beaucoup plus qualitatif pour les 2 parties. Parce que moi j'ai quelqu'un qui est déjà plus ou moins initié à l'entreprise, et de l'autre côté, lui il a déjà certains points d'accroche, une connaissance par-ci par-là, et l'onboarding, on le sait tous, si j'arrive dans une boîte, je ne sais pas si ça vous arrive pour certains, mais où je connais déjà une ou deux têtes, c'est déjà complètement différent. Mon onboarding va être complètement différent. Donc, c'est vrai que c'est un canal qui est qualitatif. Pour vous donner un chiffre très clair, sur l'ensemble de nos utilisateurs qui ont notre module de cooptation chez Softgarden, on a une hausse de 600%, de plus de 600% entre le Q1 et le Q2 sur les candidats embauchés, pas les candidatures, mais les candidats embauchés via la cooptation. Entre Q1 2021 et Q1 2022. Exactement, en un an. Et en fait, ça se traduit parce que ça peut paraître énorme, 600%, et c'est énorme, mais en fait, ça me paraît logique quand on regarde de plus près parce que finalement, on peut faire la corrélation avec avec la chute de conversion sur les différents job boards. Donc du coup, moins j'arrive à aller chercher le candidat à droite à gauche, plus je vais essayer de trouver d'autres solutions et je vais me dire, OK, ben, peut-être que je peux faire mes campagnes comme j'ai vu avant, je peux utiliser la cooptation. Et là, du coup, je vais me diversifier réellement. Et je vais commencer à avoir un peu les fruits de cette diversification et en tout cas de ce changement de posture par rapport au candidat. Il y a Yann qui
demande si les landing pages sont uniquement réservés dans une stratégie de ciblage très précis du candidat, ou si finalement on peut en créer simplement pour recruter tout type de candidat pour son entreprise. Les deux, tu peux aussi te créer des landing pages qui peuvent être même accessibles depuis ton site web, depuis ton site internet et te mettre quelques onglets. Par exemple, j'ai une activité qui regroupe des profils très éclectiques, très, très différents, des cols bleus, des ouvriers d'usine, mais peut-être des profils IT, des profils commerciaux. Et tu peux même te faire sur ton site internet des onglets avec accessibles ces landing pages pour qu'ils aient chacun leur petite sous-page carrière, si tu veux. Tu peux aussi faire ça de façon un peu plus dynamique, pas que sur des campagnes ciblées. Tu peux faire les deux. Les deux sont possibles. Et puis donc adapter le parcours même et l'ergonomie de ta page en fonction du profil cible. Par exemple, sur le col bleu, tu peux faire en sorte que sur sa page, le profil ouvrier d'usine, mécanicien, ou du personnel, d'étage pour un hôtel, par exemple, ça va être différent par rapport au profil support. Donc du coup, tu vas leur créer cette landing page. Ils vont avoir toutes les infos qui les concernent eux et qui vont les toucher eux, pour pouvoir les convaincre et surtout utiliser les outils adaptés par rapport à cette population. Par exemple, la plupart de ces profils col bleu un peu moins qualifiés, ben, ils ne vont pas être sur leur ordinateur pour trouver leur métier. Ils ne vont pas avoir de profil LinkedIn qu'ils utilisent, voire pas du tout créé. Donc du coup, il faut faire sens aussi. Et là, tu vas lui laisser la possibilité de postuler via WhatsApp, par exemple. Donc ça marche bien pour ce profil-là. Donc tu vas pouvoir aussi adapter comme des campagnes dédiées de recrutement sur chaque typologie de profil. Effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant. On va publier là, d'ici la fin de la semaine une interview justement. C'était toi, Adrien, ou c'était Pierre? Je ne sais plus. C'était moi, ouais. Adrien, sur justement l'utilisation de WhatsApp. Vous pourrez découvrir ça là, jeudi ou vendredi sur MyRHline. Ouais, ouais. Et sur cette suite, on en parlait, mais du coup, landing page, etc., tout ça, c'est lié de près ou de loin. De rien, Eliane, je viens de voir la réponse d'Eliane. C'est lié au site carrière parce qu'après, le meilleur outil finalement pour se rendre visible sur les moteurs de recherche, pour faire un candidat, un parcours candidat qui va faire sens et qui sera user-friendly, donc qui sera agréable à utiliser pour le candidat, et ben, tout va tourner autour du site carrière finalement. Et de redonner sa place un petit peu centrale au site carrière dans mon processus de recrutement, parce que c'est un super outil pour ça et qu'il est Je fait. crois qu'ils sont assez pauvres aujourd'hui. Moi, quand je me balade un peu et que je regarde les sites carrières, souvent ils se résument à ce que, entre guillemets, le SIRH des boîtes leur propose en termes d'ergonomie et de fonctionnalité. Donc, généralement, tu arrives sur un truc où tu as votre recherche, une page blanche, tu n'as rien, tu n'as quasiment pas d'infos sur la boîte. Donc, c'est assez décevant d'arriver sur ce type de site carrière. Exactement. Et en plus, déjà, il y a aussi cette notion, parce qu'après, tu as maintenant tout un, on va dire, tu as tout un élan où il y a cette mode, on en parlait la dernière fois lors de la matinale RH à Paris, mais tu as cet élan de ce qu'on appelle la marque employeur, développer la marque employeur. Et je disais, moi, que c'était un mot que je n'aimais pas trop utiliser et que j'aimais plus parler de réelle identité, de véhiculer vraiment l'identité de ton entreprise. Alors après, c'est peut-être moi qui fait le difficile, mais c'est un petit peu plus comme ça que je vois les choses. Et l'important, parce que derrière marque employeur, moi, je vois plus, c'est une campagne de com. Et du coup, il faut que ce soit joli, que ça donne envie. Je montre que j'ai une table de ping-pong, une piscine à balles et qu'il y a le soleil 300 jours par an, parce qu'il y en a plein qui mettent ça. Je te dis, ici sur la Côte d'Azur, il y en a qui mettent dans leurs bénéfices 300 jours par an. Ça, c'est la marque employeur. Par contre, l'identité employeur, c'est vraiment, je te permets déjà de me trouver facilement et une fois que tu es sur ma page carrière, je vais te donner de la vraie transparence. Je vais te livrer des retours d'expérience des candidats, des employés, des candidats qui ont été invités en entretien en toute transparence. Tu peux voir aussi le type d'interaction qu'il peut y avoir dans le processus de recrutement avant même d'avoir engagé la conversation avec le RH. Tu peux avoir des KPI de recrutement, c'est-à-dire que pour les candidats qui sont sur le marché du travail pendant une courte période ou sont encore en poste,
Tu vas même pouvoir leur dire, ben, si vous postulez chez nous aujourd'hui, en moyenne, dans 2 semaines, vous serez invité à un entretien. Si vous postulez chez nous aujourd'hui, dans à peu près un mois, vous serez embauché. Et bien sûr, tu peux après parler de ton identité, dévoiler ta culture d'entreprise, mettre tous ces éléments, dévoiler ton projet, ça aussi c'est hyper important. Mais tous ces éléments mis bout à bout vont dévoiler ta réelle identité. Mais finalement, c'est pas juste, quelque chose que tu vas énoncer et que tu vas dire de toi-même, mais factuellement, tu vas pouvoir aussi partager des infos en toute transparence. Il y a Et Thierry qui demande, oui, ok, cette identité de marque ou marque employeur, c'est connu, mais c'est quoi qui est différenciateur aujourd'hui? Parce que ce qu'ils disent, c'est vrai, tout le monde dit un peu la même chose. On a des clones de marque employeur aujourd'hui. exactement. Exactement. Tu as entièrement raison Thierry et je pense que c'est une très bonne remarque et justement c'est ce que je dis, c'est l'importance de travailler plus cette identité et l'identité, ça va se véhiculer plus par rapport au parcours que tu vas lui proposer réellement. En gros, est-ce que le candidat aujourd'hui réellement, il a envie de savoir, s'il y a des tickets resto, si, il a une table de ping-pong ou est-ce que réellement il veut savoir, ben, comment se passe le processus de recrutement? Quelle a été l'expérience pour les employés qui y travaillent, les candidats qui sont passés à l'entretien? Comment va se dérouler chronologiquement les prochaines étapes? Comment vont-elles se dérouler? Surtout si je suis encore en poste, je veux avoir clairement cette idée-là et en fait, une entreprise qui va, mettre ces informations comme ça en toute transparence directement, ça va être déjà de nature, par défaut, un élément de différenciation extrêmement clair par rapport à l'entreprise en face qui va juste te mettre plein d'informations, types, on va dire, un copier-coller de tout ce que tu peux trouver à droite à gauche, en commençant par, leader machin dans son domaine, et je peux t'énoncer presque la job ad, l'annonce d'emploi, type, sur n'importe quel site. L'idée, c'est d'être beaucoup plus factuel finalement. Tu as pas besoin d'aller, trop loin dans ta créativité, C'est d'entreprise. vraiment d'être transparent dans ton D'être process. clair. Si tu Exact. recrutes quelqu'un, comme tu le dis, bah, peut être capable de lui dire, bah, chez nous, à partir du moment où vous postulez, vous avez une réponse sous 8 jours, un entretien, potentiellement entre votre candidature et la date d'entrée, il va se passer 28 jours. Et puis après, il y a d'autres éléments de marque employeur qui peuvent être différenciants et qui sont assez peu utilisés par les entreprises. Je pense notamment à, alors c'est bien effectivement de mettre des vidéos de Michel en train de travailler, de faire son poste de consultant, hein. Je reviens sur Thierry que je connais, hein, qui recrute principalement des consultants, chefs de projet euh, sur des missions de conseil. Mais il y a aussi la notion de formation. Qu'est-ce que vous apportez aux collaborateurs en matière de formation? Comment vous l'accompagnez dans son parcours? Et ça, souvent, c'est complètement absent des sites carrières, on en discutait avec des RH et en fait, on a l'impression que c'est donc le responsable recrutement qui bosse sur le site carrière. Puis à côté, on a un service paye, un service formation. Et en fait, on se rend compte que le directeur formation ne parle jamais avec le directeur recrutement. Mmh. Si bien que tous les avantages, par exemple, que procure l'entreprise aux collaborateurs en termes de développement des compétences, sont très peu repris dans les offres d'emploi, qui est pourtant un argument très fort, parce que former les collaborateurs, ça a un prix, ça leur permet de développer leur employabilité, de leur donner de la perspective. Donc, par exemple, Thierry, on pourrait dire, bah, tiens, vous, consultant chez nous, demain, si vous postulez, la moyenne pour rentrer en poste chez nous, c'est 20 jours. Et ensuite, on va vous onboarder et on va vous mettre à disposition, je ne sais pas, des ateliers juridiques pour renforcer votre compétence et au fil de l'eau, des formations aux ressources humaines sur telle thématique. Et ça, vous y avez accès en libre service, en support interne, etc. Donc, commencer à travailler des arguments qui sont vraiment, qui parlent au collaborateur, qui vont l'impacter et où il va pouvoir se projeter en se disant, ah bah ok, chez eux, j'ai de la visibilité sur le process, j'ai de la visibilité sur la REM. Un poste de consultant, on peut très bien d'entrée lui dire, bon bah voilà, sur votre poste de consultant, la moyenne d'intervention chez les clients par mois, chez nous, c'est à peu près 5 jours en clientèle, 10 jours en télétravail, 5 jours au bureau, et des indicateurs très factuels qui projettent le candidat dans la vraie vie et qui fait qu'il n'y aura aussi pas de surprise ensuite sur la période de onboarding et sur le fait que le candidat va rester.
C'est exactement ça. Et après, tu te rends compte que plus tu vas être transparent et factuel lors de l'avant, et ben, dans le pendant, c'est-à-dire dans l'onboarding, la phase d'intégration, il y aura moins de surprises et tu auras beaucoup moins de taux de casse aussi, parce que Ouais. celui qui vraiment va venir chez toi et va accepter de collaborer avec toi, c'est un choix. C'est basé aussi sur toute cette transparence-là, tous ces faits-là. Donc, et je pense que tout ça, tout ça cumulé, ça en fait vraiment des éléments de différenciation assez clairs, et qui finalement requièrent pas plus de savoir particulier de la part du professionnel RH. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important, et c'est une chose sur laquelle on assiste, c'est que on a beau parler de ces grands principes de marketing, de ces choses-là, parce qu'on sait que ce sont des biais qui marchent et qui font venir le candidat. Mais l'important, c'est juste de comprendre au moins le principe et comprendre cette importance d'aller cibler, d'aller chercher son audience et son candidat là où il se trouve et de parler un peu le même langage que lui. Mais il faut savoir aussi qu'on est accompagné pour ce faire, qu'il y a l'outil qui est là et qui est en place, qui a sa structure et son fonctionnement, et que le RH non plus n'est pas laissé dans la nature. Et ça, c'est important aussi d'avoir aussi des Ouais. gens qui vont être, enfin nous, c'est vrai il y a 2 types de consultants chez nous qu'on met à dispo. Ça va être son consultant customer success, la personne qui va nous accompagner, faire des sessions de recrutement pour les différents types, parce que pareil, nous, on a la même méthodologie aussi en interne au sein des entreprises. On ne va pas faire une session d'onboarding à notre système pour tout le monde. On fait les admins pour le paramétrage, etc. de haut vol, mais après, on va faire les recruteurs, ceux qui l'utiliseront tous les jours dans leur métier, et après les managers. Mais on ne va pas non plus inonder d'informations le manager. Donc nous, on fait aussi une stratégie de ciblage parce qu'on veut que ça marche. Notre but, c'est que vous soyez tous convertis, en gros, et que ça marche, et que vous ayez compris le message et comment utiliser la plateforme par rapport à votre utilisation. Donc c'est un peu la même chose. Et on va toujours utiliser cette stratégie de ciblage. On va essayer de vous poser plein de questions. D'abord, il y a Adrien ou Pierre qui va vous poser plein de questions pour essayer de comprendre chez vous comment ça marche et comment adapter la solution par rapport à votre utilisation. Et de ne pas non plus faire muter toute votre utilisation, mais peut-être d'optimiser certains points grâce à ça. Donc, c'est la même chose. On va faire le même travail que vous dans le sens inverse. Et donc voilà, en conclusion, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Alors après, c'est un petit peu, je dirais pas, c'est un petit peu provocateur, mais l'idée, c'est vraiment de considérer le candidat comme un consommateur, comme un client, parce que finalement, c'est ce qu'il est dans sa recherche, dans sa méthodologie, dans sa prise de décision, dans les leviers que je peux utiliser. C'est un petit peu ça le message final. Et comme un client, c'est lui qui va décider s'il donne suite, s'il donne pas suite aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé de marketing, mais c'est aussi beaucoup de bon sens, hein. Et on sait qu'aujourd'hui, la difficulté des recruteurs, c'est aussi leur capacité à prendre du recul par rapport au marché, parce qu'ils sont inondés de demandes des managers qui leur disent j'ai besoin d'un mec, j'ai besoin d'une fille, j'ai besoin de tel poste, il me Bien faut sûr. des commerciaux. Et donc, il y a aussi cette complexité, mais à un moment donné, si vous ne faites pas l'effort de vous poser et de revoir votre stratégie, enfin, moi, je vous encourage à le faire dès maintenant. Ne pas vous dire, ouais, c'était intéressant, ok, on va y réfléchir, on met ça en place en janvier 2023. Non. Parce que dans le slide d'avant, il y a quelque chose qui est très important qui s'appelle le SEO, notamment. Et ça, en marketing digital, c'est la clé, en fait. C'est-à-dire la manière dont votre site carrière va être référencé. Et plus tôt vous allez vous y prendre, et plus vous aurez d'antériorité pour Google. Donc il y a aussi quand même à garder en tête une certaine logique de SEO et de mécanique et d'antériorité. Plus vous allez reporter ce type de projet et de stratégie, plus vous aurez du mal à vous positionner dans le temps. Donc je ne veux pas dire qu'il y a urgence, mais pour les entreprises qui n'ont pas passé le cap, en fait, si, il y a urgence. Il y a urgence. C'est comme une entreprise qui a un site, un e-commerce et qui ne travaille pas son SEO. Bonne chance. Donc, il y a vraiment urgence à travailler sur ces aspects-là. Alors, il y a Thierry qui demande quelle est la vision de Softgarden sur les difficultés de recrutement. La situation va s'améliorer. Ou doit-on s'attendre à ce que ça dure encore quelques années? Alors moi, je peux déjà répondre sur un point. Il y a une étude qui a été menée par Adecco Analytics, là, qui date d'il y a 4 semaines, qui prévoit 3,5 millions de nouvelles offres d'emploi qui vont arriver sur le marché en France.
3,5 millions d'offres ouvertes dans les mois à venir. Donc, très clairement, le marché, là, aujourd'hui, n'est pas à son niveau de tension maximum. Donc, oui, ça va s'empirer. En termes de nombre d'offres d'emploi diffusées, ça va s'empirer. Parce qu'effectivement, on a beau nous dire il y a la guerre en Ukraine, il y a peut-être le Covid qui va revenir, mais les entreprises ont pris le parti de relancer leur activité. Donc, il va y avoir de plus en plus de recrutement et il va y avoir de plus en plus de tensions sur le marché. Des chiffres qu'on arrive à recueillir, des projections qu'on arrive à recueillir, même, je dirais même j'élargirais même ton constat sur l'Europe, ou du moins l'Europe occidentale. Ça a l'air d'être sensiblement les mêmes tendances parce que nous, là, on a aussi cette même visibilité sur l'Allemagne. Je te donne un exemple sur un des pays peut-être les plus comparables économiquement à la France. C'est sensiblement les mêmes tendances qu'on va avoir. Donc, après, il y a effectivement ça. Alors Thierry dit, en gros, ça fait froid dans le dos, mais non, en fait, c'est aussi une chance. Parce que quelque part, ça permet aussi aux entreprises d'avoir accès potentiellement à plus de candidats. Il y aura plus de chaises musicales, c'est sûr. Mais je pense que de toute façon, dans les années à venir, et on l'a vu dans les études qu'on a menées récemment, les salariés, les candidats aujourd'hui ne vont plus dans les entreprises pour faire carrière. Un candidat aujourd'hui se dit « Ok, j'y vais et je me projette à 2-3 ans max ». C'est déjà beau, 3 ans. Mais n'espérez pas embaucher un commercial qui va rester 5 ans, 10 ans chez vous. Ça n'existe plus. C'est plus dans les mentalités actuelles. D'où l'importance, une fois de plus, d'essayer de constituer des prochaines étapes claires dans son projet. Ce que tu vas proposer au prochain collaborateur, de lui dire, OK, chez nous, voici les prochaines étapes qu'on doit franchir, voici nos prochains gros challenges, et c'est ici qu'on aura besoin de vous. Sur cette partie-là, on aura besoin de vous. Comme ça, c'est assez clair, c'est factuel, et c'est pas juste grâce à vous, on va être le leader. Non, mais factuellement, on va pouvoir élargir, on va pouvoir attaquer tel marché grâce à vous. Nous, on veut s'étendre sur telle partie, et grâce à vous, vous allez pouvoir participer à cet effort-là concrètement sur telle partie. Donc ça aussi, ça peut être des pistes, des choses à ajouter. Et je dirais même pour rassurer Thierry un petit peu, c'est aussi de dire, ceux qui arrivent déjà, comme le disait Christophe, à commencer ce travail-là, cette réflexion-là, ils auront déjà un temps d'avance sur tous les autres quand vraiment on va arriver sur ces chiffres-là de tension. Parce que du coup, je saurais déjà un petit peu comment apprivoiser ce contexte-là un peu mieux que les autres. Et si je le fais, plus tôt je le fais, plus d'avance j'aurai aussi sur le voisin. Et ça aura un impact direct aussi sur ma productivité en tant qu'entreprise. Et sur mes résultats aussi en tant qu'entreprise. Parce qu'il n'y a rien qui va me freiner plus que si je n'arrive pas à recruter. Parce que j'aurai toujours besoin de gens pour… même si j'ai le produit le plus digitalisé du monde, il faut des gens qui soient derrière le produit pour le maintenir, pour faire toujours les prochains devs, etc. Ouais. Bon, on va garder ça C'était le mot de la fin, Adrien. On clôture. Ce webinaire, vous pouvez le retrouver sur MyRHline d'ici vendredi matin. Là, vous avez les coordonnées d'Adrien et Pierre que vous pouvez contacter directement là, à partir de leur téléphone, mail et également sur LinkedIn. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, un article à venir sur l'utilisation de WhatsApp dans le recrutement, très intéressant, que vous pourrez lire demain sur MyRHline. Merci Pierre, merci Adrien. Merci à toi, Christophe. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.